Bienvenue tout le monde à la saison 2 de Millionnaire en Yoga Pants. Très heureuse de vous retrouver dans un beau nouveau décor, mais toujours la même qualité de contenu. À la saison 1, épisode 1, je vous ai mis la table, je vous ai expliqué c'est quoi la vraie richesse versus c'est quoi la fausse richesse, c'est quoi les vrais riches versus c'est quoi les faux riches. Aujourd'hui, je veux qu'on mette sur la table en cette saison 2 c'est quoi des bonnes dettes versus des mauvaises dettes. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait énormément aidé. Est-ce que vous savez faire la différence? Vous le savez, je suis partie de 30 000 $ de dettes. Et 10 ans plus tard, j'ai au-dessus d'un demi-million de valeur nette et je m'en vais sur mon million puis je veux vous amener avec moi. Fait que attache ta couette parce que la saison 2, elle va être assez hot, merci. On part! Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Donc, avant d'aller discuter des bonnes dettes versus les mauvaises dettes, on va explorer la question suivante ensemble. Selon toi, est-ce que les femmes sont plus sujettes à l'endettement que les hommes? Si je te dis que les femmes vivent des inégalités économiques, moi, mon premier réflexe, là, bien honnêtement, là, ça serait de dire, pas tant que ça, tu sais, me semble... Pas tant, là, on a les mêmes chances que des hommes, tu sais, me semble, on a accès au crédit, on a accès aux prêts, tu sais, à cette heure, les femmes, plus ça va, plus sont diplômées, fait que mon premier réflexe, pour vrai, là, en jasant, c'est de te dire, non, tu sais, on est égal. Mais quand on regarde les faits, là, on n'est vraiment pas égal, les girls, puis il faut en être consciente et je t'invite même à écouter cet épisode-là avec ton conjoint parce que je pense sincèrement que nos chums, ils nous aiment. Je pense sincèrement qu'on peut tellement être des beaux partners, non seulement de vie, mais financièrement aussi. On est une équipe, là, on rame dans le même barque. Fait que c'est important de ramer dans le même sens. Fait que tant et aussi longtemps que toi-même, t'es pas consciente de ces inégalités-là, autant et aussi longtemps que ton conjoint non plus les voit pas nécessairement, lui, dans son quotidien, il y a un pont à faire. Tu sais quoi? On manque d'éducation financière. Fait qu'aujourd'hui, on va venir démystifier. Alors, nous autres, on est là, on mène notre petite vie tranquille, puis on se rend pas compte, en fait, à quel point nous-mêmes, on est biaisés. On se rend pas compte à quel point qu'on part avec 10 strikes en arrière. Alors, je te pars ça avec les inégalités salariales. Ça, je pense qu'on le sait un peu, OK? C'est déjà connu. Il y a de l'amélioration, mais on part avec des salaires moins élevés. Fait que là, tu sais, ton réflexe, c'est de te dire, ouais, mais on est de plus en plus diplômés, il y a de plus en plus de femmes qui ont des bacs, des maîtrises, des docs. Fait qu'on arrive sur le marché du travail, on a des meilleurs emplois. Oui, comparé à nos mamans. Mais comparé à des hommes qui auraient le même diplôme, on va être rémunérés moins. Ensuite de ça, quand même bien qu'on arrive dans des postes meilleurs ou mieux payés, qui a la charge sociale de la famille encore? Qui manque la job quand l'enfant est malade? C'est qui va aux rencontres à l'école le 3/4 du temps? Tu sais, moi, j'ai fait ça avec mon chum récemment. La professeure nous a envoyé un courriel. Moi, je mets mon chum en CC, là. Puis la professeure, elle nous dit, faudrait que je vous parle de votre garçon. Tu sais, il y a des choses qui se passent en classe à la maternelle. Là, moi, je me dis, wow, ça va être beau pour l'avenir. Mais je fais, parfait, mon conjoint est disponible les lundis matins. Voici son numéro de téléphone. On délègue, OK? Il faut qu'on commence à déléguer ce genre de choses-là. Ensuite de ça, souvent, quand il y a séparation,
les mamans deviennent monoparentales beaucoup plus souvent que les hommes parce que la garde va souvent aller à la maman. Donc, veut pas, c'est une charge, je veux pas dire un poids, là. Nos enfants sont pas un poids, mais reste que on va avoir beaucoup plus de dépenses à cause de ça. Quand il y a un proche dans la famille qui est malade, une maman à l'hôpital, un vieux papa à l'hôpital, qui va aller à l'hôpital prendre soin? Moi, j'ai une matante, je sais pas si vous avez vécu ça dans votre famille, mais moi, j'ai une matante qui a pris soin de mes deux grands-parents. C'était une femme à la maison, justement, ça l'a beaucoup facilité, mais reste que c'est encore la femme là, qui va prendre soin de nos personnes âgées ou de nos personnes dans notre famille qui ont besoin de soins plus particuliers. Ensuite de ça, les femmes, peut-être de mon âge, dans la trentaine, on oublie souvent que ça fait pas longtemps qu'on a accès au crédit. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas 100 ans, je crois, que les femmes ont le droit d'accéder à des prêts à la banque. Dans le temps de nos grands-mères, il n'y avait même pas le droit de s'ouvrir un compte de banque. Donc, ils ont un historique, veut pas, qui nous suit. On a pu moins leverage des prêts pour être capable de s'enrichir comparé à des hommes, mettons, qui s'enrichissent de génération en génération depuis des millénaires. Nous autres, ça fait même pas 100 ans, tu sais, il faut se donner une chance, là. Donc, veut pas, ça vient avec un manque d'éducation financière. Et moi, j'ai justement créé ce podcast-là pour vous aider là-dedans. Je pense que c'est hyper pertinent qu'on se forme et qu'on s'éduque financièrement de nos jours. Ensuite de ça, on nous étiquette, hein. Tu sais, on va souvent dire que la femme dépense plus. Qui dépense plus dans le couple? C'est sûr, c'est la femme, là. Pas tant. Pas tant. On nous étiquette avec des rôles, avec des dépenses superflues, hein, parce que quand l'homme dépense, c'est souvent pour investir, pour rénover la maison, pour faire quelque chose qui apporte une valeur. Mais quand la femme a dépense, on le sait bien, c'est reconnu, c'est pour du linge, c'est pour du botox, c'est pour de la teinture, c'est pour des trucs inutiles, tu sais. On se rend pas compte à quel point nous-mêmes, des fois, souvent, on est misogyne parce qu'on a grandi avec des commentaires qu'on a entendus de nos pères, nos grands-pères, nos mononcles. Fait qu'on traîne un peu cette espèce d'identité-là, on la porte malgré nous. Oui, on aime les belles choses, les hommes aussi, tu sais, mais veut pas, faut qu'on se défasse un peu de ce stigmate-là, là. Faut qu'on se mette à dépenser pour des choses qui cumulent de la valeur et non qui perdent de la valeur. Fait que retiens ça, ça va être bien important pour la suite de l'épisode. Ensuite, on le sait, là, ça c'est un fait, là, il y a la fameuse taxe rose. Fait que t'arrives dans une pharmacie, tu veux t'acheter un rasoir, prends un rasoir, là, puis compare-les, ou ta crème à rasoir, là, compare-la avec celle étiquetée homme versus la femme. Puis pour le même exact produit, le produit féminin va coûter plus cher. On appelle ça la taxe rose, puis faut combattre ça, malheureusement. Moi, souvent, je prends les trucs à mon chum ou je m'en vais du bord des hommes pour elle. Souvent, veut pas, en cas de situation de crise, donc en cas de séparation, en cas de perte d'emploi, on va souvent être plus vulnérable parce que, surtout, disons, si on a été maman à la maison ou si on l'est, ou tu sais, nos congés de maternité et tout ça. Heureusement, ici au Québec, ils sont payés, hein, nos congés de maternité, une maudite chance. Mais veut pas, ça vient avec le fait qu'on cumule moins de richesses. Là, je veux pas m'étendre, mais c'est juste pour vous montrer à quel point que wow, tu sais, il y a ça, 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 il y a ça. Mon Dieu, attends une minute, là, moi, je pensais qu'on était égal. Pas tant, sérieux, pas tant. Puis, dernière chose, j'ai participé à une conférence où Danielle Henkel était l'invitée d'honneur. Puis, j'étais tellement fière parce que moi, j'ai fait mon petit bout de conférence juste avant elle. Puis, je disais, de manière beaucoup plus crue que elle, là, mais tu sais, je disais, les filles, il faut qu'on relève nos standards de conversation. On aime ça parler de décor de maison, on aime ça parler de tous nos problèmes d'enfants. Ça n'a pas rapport que je connaisse la grosseur du à ton chum. Genre, je sais pas c'est combien tes dettes, je sais pas si tu prends des REER, je sais pas c'est quoi tes plans d'investissement dans la vie. C'est pas normal. Les girls, faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on rehausse un peu nos standards de conversation. Puis justement, quand moi j'ai dit ça de manière très crue aux centaines de femmes entrepreneurs qui étaient dans la salle, j'en ai fait rire, j'en ai choqué, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Après ça, Danielle Henkel, quand elle a pris la parole avec toute sa stature, avec toute sa finesse, elle était comme, tu sais, les filles, on aime ça, hein, se rassembler entre femmes. On aime ça, prendre un petit verre ensemble. Cheers, cheers. Qui encourage elle? Qui achète de elle? Faut qu'on s'encourage.
premièrement. Puis elle dit là, quand on va converser ensemble là, dans la salle tantôt, là, elle était comme « Je ne veux pas que vous parliez de votre vie personnelle. » Tu sais, oui, vous pouvez dire des choses, ce dont vous êtes fiers, OK? Là, ta fille, elle a gagné le concours de danse de l'école, c'est correct de le partager. Mais après ça, est-ce qu'on peut embarquer dans des discussions d'investissement? Est-ce qu'on peut embarquer dans des conversations « Hey, les filles, pour vrai, là, j'ai 10 000 sur une marge, je sais pas quoi faire pour m'en sortir. Avez-vous des trucs? » Tu sais, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des tabous par rapport à l'argent, surtout au féminin. Et justement, pour faire le pont sur les dettes, j'ai avec moi aujourd'hui une invitée, parce que vous le savez, je ne mettrai jamais devant vous autres quelqu'un dont les bottines ne suivent pas les babines. Vous allez la reconnaître, vous l'avez vraiment aimée dans l'épisode numéro 2. Elle est venue partager son histoire de liberté financière. Vous m'avez vu venir, c'est Mélanie Allary. Mélanie, qui est une femme retraitée à 50 ans, en fait, qui est libre financièrement. Comment qu'elle a réussi ça? Pas parce qu'elle est meilleure que personne, pas parce qu'elle est plus ci ou plus ça, parce qu'elle a des finances personnelles sacoches, parce qu'elle a compris c'était quoi des bonnes dettes, mauvaises dettes. C'est une femme aussi qui a travaillé longtemps dans une des plus grandes banques au Québec, OK? Elle était haute placée, donc elle est très bien placée pour venir discuter avec nous autres de l'endettement, de nous donner des trucs de comment s'en sortir, d'ouvrir le discours sur ces choses-là. Faut les savoir, ces choses-là. Alors, bienvenue Mélanie pour une deuxième fois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation encore une fois parce que notre épisode avait vraiment été impactant, épisode numéro 2-3. Fait que si tu veux te représenter un peu pour ceux qui te connaissent moins. Merci beaucoup, Myriam. Ça me fait plaisir d'être ici à nouveau. Je vais me présenter rapidement. Je suis Mélanie Allary, jeune retraitée, 50 ans. Ben, c'est pas si jeune que ça, mais quand même. J'ai travaillé pendant quelques années dans le domaine bancaire au niveau des entrepreneurs. Présentement, je fais un peu de coaching juste pour aider des amis souvent que je connais ou des petits entrepreneurs du coin. Je vais les aider au niveau de l'optimisation de leur entreprise et des stratégies d'affaires. Donc, c'est un peu ça mon parcours présentement. J'ai accepté l'invitation de Myriam pour parler des bonnes dettes versus des mauvaises dettes. Je pense que, Myriam le sait, je suis mariée avec un syndic et j'ai travaillé longtemps dans le domaine bancaire et personnellement, j'ai pas beaucoup de dettes. Donc, on peut pas prendre notre retraite avec beaucoup de dettes. Mais c'est ça, c'est qu'on va démystifier un peu, en fait, parce que, tu sais, même moi, là, je me rappelle de quand j'ai été endettée, ça fait juste 10 ans, là. Mais, tu sais, le poids que c'est, puis c'est qu'à un moment donné, tu sais, OK, là, tu veux te démerder sur une marge, après ça, carte de crédit, après ça, accordé, après ça, prêt hypothécaire. Puis là, t'as l'impression qu'à un moment donné, tu t'en sors plus. Mais c'est important de comprendre, c'est quoi une bonne dette, c'est quoi une mauvaise dette. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que t'es très bien placé. En tout cas, vous prendrez les conseils ou pas. Je pense qu'elle sait un peu de quoi qu'elle parle, tu sais. Un petit peu. Fait que ça serait quoi une bonne dette, mettons? Au niveau des bonnes dettes, c'est important de se rappeler que il faut que ça soit un investissement, il faut que ça soit quelque chose qui va te rapporter éventuellement. Fait qu'on va parler d'investissement, un placement, un REER, un CELI. C'est une bonne dette si on doit prendre un prêt pour les acquérir. Sinon, on les planifie dans le budget. L'éducation. Un prêt étudiant va être une bonne dette parce que ça va te permettre d'aller chercher un meilleur salaire. Des acquisitions de biens durables, que ce soit une maison, que ce soit un bloc, que ce soit de l'investissement immobilier, ça, c'est une bonne dette. Tout ce qui est des rénovations à valeur ajoutée, même chose, va te permettre de vendre ta maison un peu plus cher. Fait que ça, c'est des exemples de bonnes dettes. OK, mais là, mettons, moi, je travaille fort dans la vie, OK? Puis là, je suis brûlée, je suis fatiguée, je veux m'en aller dans le sud, je mets un voyage sur ma carte de crédit. C'est une bonne dette, non? C'est des beaux moments. Les gens voient souvent ça comme ça, mais j'encourage tout le monde à le planifier dans le budget annuel. Si tu sais que toi,
tu as besoin de vacances à chaque année. 1er janvier, quand tu fais ton budget, planifie-toi un voyage. Parce que, oui, je dirais pas que c'est une mauvaise dette, parce que l'idée est bonne, mais financièrement, oui, c'est une mauvaise dette. C'est ça, c'est la financer, c'est ça, tu vas la financer sur ta carte de crédit. C'est sûr que si tu la payes le mois suivant parce que tu as des points, fine. Souvent, tu vas avoir ton assurance voyage aussi qui va être inclus. Pas de problème. Mais si tu n'as pas l'argent puis tu la mets sur ta carte de crédit puis tu es obligé de donner 200$ par mois pendant 12 ou 15 mois, bien, ton voyage à 2000, bien, il va te revenir peut-être à 3000. Bien, vraiment. Tu sais, c'est la même chose pour une auto, un bateau, une motoneige. Si tu ne la payes pas cash, bien, ça devient une mauvaise dette parce que tu n'as pas les moyens de l'avoir. Oui, c'est que tu t'endettes, en fait. C'est que la différence est là, je pense, c'est que quand tu t'endettes, quand tu t'endettes pour quelque chose qui prend de la valeur, ben c'est une bonne dette. Mettons, comme justement, tu dis un bloc, là, tu vas acheter un duplex, un triplex, machin, ben c'est parce que ça va te rapporter des revenus, ça prend de la valeur. Fait que c'est une dette, mais c'est une bonne dette parce qu'elle te permet de t'enrichir. Fait que là, quelque part, c'est un petit piège là, pour les cartes de crédit pour les voyages parce que moi, je mets tous mes voyages sur mes cartes de crédit pour avoir mes points. Moi aussi. En dedans de même pas 3 mois, ça va être payé gros maximum. Là, fait que je traîne pas ça pendant 4 ans ou... c'est ça la différence, c'est que là, après ça, ben, tu te tires dans le pied. Ah, j'ai vécu des beaux moments, mais là, ça te prend genre 4 ans à rembourser ton prêt. Y a-tu de quoi plus fâchant dans la vie, me semble, de toujours pédaler en arrière de quelque chose que tu as vécu il y a 4 ans, là, me semble? Je vais vous donner un exemple juste pour illustrer qu'est-ce que tu dis. Il y a beaucoup de monde qui vont, mettons, je sais pas, un voyage à Disney qui va te coûter un 15 000, par exemple, ou une chirurgie esthétique. Tu planifies ta chirurgie esthétique. Ramasse-la, ton argent, le temps que tu planifies. Tu te fais pas opérer du jour au lendemain. Souvent, c'est un processus qui va te prendre 1 an, 1 an et demi. Bien, profitez-en pour mettre l'argent de côté. Parce que je vais sortir des petites statistiques pour vous... T'es bonne là-dedans, les oui, statistiques. C'est ça. Mais je vais juste vous donner l'exemple d'un prêt de 10 000, OK? Pour une chirurgie ou un voyage, bon, peu importe. Si tu épargnes, puis là, ce qui est important, c'est de voir dans ton budget, c'est quoi ta disponibilité financière que tu es capable de mettre par mois, que ce soit pour économiser ou pour repayer après, parce que tu as bien beau mettre ça sur ta carte de crédit, si tu as juste 200$ de lousse, bien, ça va te prendre un méchant bout à le faire. Admettons que vous avez 500$ de lousse. Si tu prends ton 500$ planifié, que tu le mets dans un compte à intérêt élevé, exemple, 4 %. Tu sais, il y en a à 5, il y en a à 3,75, mais on va faire un chiffron. Ça va te prendre 19,4 mois pour aller chercher ton 10 000 $, OK? Tu vas avoir accumulé en plus 305 $ d'intérêt. Fait que ton 10 000, ben, il vaut 10 300 ou 9 700 si tu sais, avec tes intérêts. Si tu la jettes immédiatement avec ta carte de crédit qui est à du 19 % annuel, au lieu de te prendre 19 mois, ça va te prendre 24 mois à ton 500$ par mois, évidemment. Fait que tu vas payer 2 200 $ d'intérêt. En plus de ton 10 000. En plus de ton 10 000. Fait qu'au lieu d'économiser 300 $, ça va te coûter 2 000 $ de plus. Fait que ta différence entre les deux, ben, c'est 2 400$ pour que tu le fasses tout de suite ou que tu le planifies. Fait que c'est un gros pensez-y bien quand on met des grosses dépenses sur la carte de crédit qu'on n'est pas capable de payer immédiatement. Fait que c'est sûr, si tu as des points et tu as l'argent dans ton compte, vas-y, mets-les sur ta carte de crédit et tu rembourses immédiatement. Mais si tu n'as pas l'argent et tu es obligé de planifier tant par mois, ben fais-le pour toi, mets-les dans ton budget puis accumule-le. Ben c'est ça. Puis tu sais, ce que je trouve drôle dans cette espèce de parallèle-là, c'est que tu sais, les gens veulent se gâter, les gens, tu sais, puis c'est humain, là, on veut voyager, puis là, en plus, on voit Instagram, là, tout le monde voyage, tu vas amener ta famille en voyage, mais justement, tu travailles tellement fort pour ton argent, puis tu te rends pas compte que en mettant ça sur des cartes de crédit, ben tu te tires dans le pied. Tu sais, pour reprendre ton exemple à Disney, là, OK? Oui. Nous, c'est ça qu'on est en train de faire. En fait, là, depuis que le petit est né, que je le sais que je vais aller à Disney, fait qu'on met de l'argent, on investit de l'argent,
Puis au final, mettons que ça nous coûte 15 000 notre voyage à Disney, bien, on va avoir fait 6 000 d'intérêt. Fait que c'est pas 9 000, tu sais, c'est pas 15 000 qui sort de mes poches à la sueur de mon front travailler. C'est 9 000. Déjà là, c'est moins pire. En plus, je mets ça sur mes cartes, avoir des points. En plus, tu sais, fait que là, finalement, mon voyage, je vais sortir de mes poches, quoi, 5 000 peut-être, là, tu sais, mais c'est incroyable parce que les gens, en moyenne, tu sais, j'étais allée au Panama récemment, puis on était avec un couple, tu sais, eux autres, le même voyage leur avait coûté 12 000 de leur poche. Puis il ne faut pas oublier que 12 000 à 50 d'impôts, c'est 24 000. Hey, faut que tu travailles fort, là. C'est combien de fins de semaine là, pour le gars de construction là, d'aller faire ça sur le side, là, puis, tu sais, optimise. Puis tu comprends qu'après ça, ben les dettes, un coup que tu en es sorti, tu es capable d'utiliser les dettes pour des belles dépenses comme ça. Je te donne un dernier exemple. S'endetter de 30 000 pour un bac en histoire de l'art. S'endetter de 36 000 pour un diplôme en design d'intérieur. Yeah! Non, mais tu sais, sans faire, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Hein. Tu sais, les prêts d'études, là, on dit que c'est des bons prêts. Oui, mais il faut que tu sois dans la bonne. S'il vous plaît, assure-toi qu'il y a, comment qu'on appelle ça? Un débouché. Oui, qu'il y a un débouché intéressant. Parce qu'on dirait, moi, à 19 ans, je me voyais designer des expos. Là. Je me voyais dans un grand musée, mais j'avais comme pas fait le calcul mental que des grands musées, il y en a quoi, 2? Il y en a un à Montréal, tu sais, il y a le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts, il y en a un autre à Québec, un autre à Ottawa, tu sais. Fait que les débouchés, ils n'avaient pas ben. Fait que ça avait pas rapport que je m'endette comme ça, même si c'est un prêt étudiant. Des fois, j'en ai, j'étudie en design, j'étudie en... Je suis comme, OK, mais c'est quoi tes débouché, là, tu sais. Fait que c'est sûr, si tu t'en vas prendre un prêt de 100 000 pour être CPA fiscaliste, tu as des très bonnes chances de bien gagner ta vie, mais il faut penser un peu plus loin que ça, souvent, là. Encore une fois, on revient au plan. Ça prend un plan. Planifier d'avance. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? À quel âge? Combien tu veux gagner? À quel âge tu veux prendre ta retraite? Les gens vivent beaucoup au jour le jour, sans planifier, sans penser au lendemain. Faites-vous votre budget. Faites-vous votre planification financière. Combien d'argent rentre à chaque mois? C'est important. Ben, c'est ça. C'est pas juste pour les banquiers. C'est pas juste pour les entrepreneurs. C'est pour le personnel aussi. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, on vient de démystifier un peu c'est quoi une bonne dette. Donc, on veut que ça nous rapporte. On veut qu'on soit capable de le rembourser à court terme. On veut du débouché. À cette heure, la mauvaise dette, c'est quoi? La mauvaise dette, on en a parlé un peu tantôt. Les autos, les frais extravagants. Ce qui déprécie, là, ce qui prend pas de valeur. Exactement. Oui, une voiture, ça en prend une. Tu sais, si pour ton travail, mais en même temps, as-tu besoin de te promener avec le Cybertruck? Ou tu es capable de te promener juste en petit char électrique si tu veux t'en aller dans le électrique. Je vais juste faire un petit bémol. Parce que, tu sais, bon, Myriam, elle le sait, moi, j'ai payé mon auto cash, puis c'est important pour moi. La seule chose, là, j'ai changé encore d'auto parce qu'elle n'était pas 4 roues motrices, puis on s'est acheté une maison un peu en Estrie, et ça nous prend un 4 roues motrices. Fait que j'ai changé après un an mon auto. Ils m'ont donné exactement le prix que j'ai payé. J'ai juste upgradé pour avoir le 4x4. Quand j'ai fait le switch, j'avais un taux d'intérêt à 0,99. Où est-ce que mon argent est plus payant? Dans mes placements de 5 tu sais. Fait que donc, la petite différence, ben j'ai dit, je vais le financer à 0,99. Même chose, j'ai toujours eu des autos. En général, c'était pas mes autos, tu sais, c'était pas des coups de cœur, là. Moi, je prenais mon auto pour aller au train. Fait qu'un auto que j'avais à financement à 0 ça devient plus intéressant qu'une BMW ou une Mercedes à du 5, 6, 7 Donc, oui, c'est une mauvaise dette. Oui, ça se déprécie, mais des fois, il faut prendre peut-être le moins pire des deux. Ouais. Fait qu'il faut pas tout le temps diaboliser la voiture, mais c'est l'extra qu'il faut diaboliser, tu sais, qui est comme too much des fois. Fait que là, moi, je m'en reviens d'un souper de chez Mélanie. Puis là, elle me dit, moi, j'ai payé ma Tesla cash, tu sais. Là, je suis comme, moi aussi, je suis capable. Fait que là, 2 semaines plus tard, je pogne les nerfs parce que ma Kia, elle a pas assez d'autonomie à mon goût. Justement, en m'en venant en studio, fallait que j'arrête de me charger. Puis en tout cas, ça m'a mis en retard, puis j'étais en sacrement. Fait que quand je suis sortie d'ici, j'ai arrêté au Tesla Boucherville. Puis là, j'ai vu que le paiement, c'était 1 041 par mois. Puis je me suis dit, je vais attendre. T'as bien fait. J'ai bien fait, hein? Oui. J'étais fière de moi parce que si c'était rien que de moi, là, ça m'a... Mais, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que
Je pense que c'est différent aussi parce que, tu sais, j'ai des clientes qui sont agentes immobilières, j'ai des clientes qui vont voyager beaucoup. Fait que, tu sais, les autres, ils vont dans... Puis, tu sais, veulent pas, leur métier exige un certain standing, mais ça va, je pense, parce que c'est quand même une dépense essentielle dans leur cas. Ils ont vraiment besoin d'un véhicule. Ils peuvent pas s'acheter une minoune puis traverser le Québec en minoune, là. Fait que, dans ces cas-ci, je trouve ça intelligent. Mais dans mon cas, à moi, là, pour vrai, là, tu sais, oui, le confort, mais quelque part, ça serait quasiment juste pour le flash. Tu sais, mais clairement, ma Tesla, elle serait dans mon garage le 3/4 du temps, là, parce que moi, je suis tout le temps en yoga pants chez nous à faire la comptabilité de mes clientes. Mais il y a ça aussi, tu sais, c'est de faire des choix puis de faire comme, ouais, moi aussi, j'aimerais ça rouler en Tesla, mais ça serait épais, là. C'est ça. Des fois, il faut se raisonner. Mais j'ai déjà entendu une entrepreneur qui m'a dit je me suis acheté une Audi A5 ou A6, je me souviens plus laquelle. C'était un investissement. Non, ma belle, ce n'est pas un investissement. C'est une dépense que tu peux déduire sur tes impôts. Donc, non, c'est pas un investissement de se payer un luxe d'une auto. Tout à fait. Puis, à cette heure qu'on vient de démystifier, bon, c'est quoi une bonne dette, mauvaise dette? Vous nous direz dans les commentaires si vous avez encore des questions là-dessus, mais je pense qu'on a fait le tour, on a été assez clair. Maintenant, là, quand on cumule, bon, une carte de crédit, 2 cartes de crédit, une marge hypothécaire, un accordé, 2 accordés, c'est où le point, comment qu'on se rend compte, en fait, qu'on a une difficulté financière? Tu sais, c'est quoi les voyants lumineux là, qu'il faudrait que tu écoutes puis que tu fasses « il va falloir que je slack un peu mon budget ». Là. Je suis pas syndic. C'est mon chum qui est syndic. Fait que je parlerai pas de la loi puis tout ce qui touche à ça. Mais il y a plusieurs options. Il y a la faillite ou il y a la proposition au consommateur. Puis je vais juste faire une petite parenthèse. La loi sur la faillite et l'insolvabilité, c'est une loi qui existe pour réhabiliter les débiteurs malchanceux. Si vous faites une proposition ou une faillite, c'est des solutions qui vont régler vos problèmes financiers qui sont invivables. Fait que, tu sais, il n'y a pas de honte à avoir des problèmes financiers. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en gros, vos indicateurs clés, que ce soit au personnel ou au niveau d'entreprise, d'entrepreneur, par exemple, ça va être d'avoir des factures impayées, d'avoir des dettes qui sont accumulées. Avoir, tu sais, mettons, si vous êtes entrepreneur puis que vous n'êtes pas capable de faire les payes de vos employés. Tu sais, ça, c'est un gros red flag. Quand tes fournisseurs commencent à t'appeler, ça aussi. L'hydro, là? Tu veux dire l'hydro t'appelle? Hein? Les gros t'appellent ou ceux qui sont essentiels à ta business. Par exemple, t'es comptable, tu utilises QuickBooks, tu le payes plus. Tu sais, tu vas fermer du jour au lendemain si eux tirent sa plug. Fait qu'il y a des fournisseurs qui sont essentiels pour le roulement de ton entreprise. Utiliser du financement pour en financer une autre. Tu sais, les cartes de crédit. Fait que j'en ai une deuxième qui finançait à moins d'intérêt, puis tu commences à rouler comme ça. C'est quasiment du kiting, tu sais. Beaucoup de chicanes. Souvent, ça va créer des chicanes dans le couple, avec les amis, tu sais, on est plus stressé, on est edgy. Ça, c'est un signe de l'insomnie. Tu commences à faire de l'insomnie parce que tu commences à payer, à penser à qu'est-ce que tu as à payer. Donc, ça aussi, c'est un autre signe. Puis notre pire ennemi, ça va être le déni. Ben non, je suis correct, je vais m'en sortir. J'ai un gros contrat qui s'en vient. Tu sais, les gens doivent se sortir la tête du trou. Oui, mais tu sais, comme je pense j'ai appris ça avec toi parce que, tu sais, moi, dans ma vie, tu as été une mentor. Puis il y a quelque chose qui m'a tellement fait un déclic, puis j'aimerais ça que tu en parles. T'as tellement défait ce que j'avais en tête parce que, tu sais, moi, j'ai toujours gagné à peu près, là, le 35, 40, 45, 50 000. Je me suis rendue peut-être à 60, tu sais. Puis c'est sûr que, mettons, je regardais ton T4, puis je me disais, crime, me semble que la journée que je vais doubler, quadrupler de salaire, ben je vais avoir moins de problèmes financiers. En fait, ça, c'est un mythe. C'est le fun. C'est le fun de faire d'argent. Mais premièrement, il y a 50% qui part, évidemment, 50, 55. Puis le problème, quand on fait de l'argent, beaucoup d'argent, c'est qu'on ne fait pas de budget parce qu'on pense que l'argent va rentrer infiniment. Fait qu'on dépense au fur et à mesure.
On s'achète une belle voiture, on s'achète des sacoches, on s'achète, des vêtements de luxe, on s'en va en voyage, on s'achète du vin, on va au restaurant. Tu sais, l'argent sort aussi vite qu'elle rentre. C'est comme, tu comptes plus, c'est ça. Exactement. Hein? Et moi, quand tu me dis ça, j'étais comme, impossible, Mel. Mais là, je le vois avec mes clientes, puis ça m'avait comme frappée parce que moi, je voulais faire affaire avec... Parce que, tu sais, quand t'es plein de dettes, là, tu sais, je peux t'aider à optimiser ou à cibler ton attention, mais so much I can do, là. Tu sais, il faut que tu te sortes des dettes. Moi, j'aime beaucoup plus la phase optimisation. Tu sais, tu t'es sorti des dettes, là, tu commences à avoir de l'argent de lousse. Ah, là, je t'aide à avoir plus d'argent de lousse, puis après ça, tu sais, je te réfère pour que tu places ton argent avec des conseillers, puis tout ça. Fait que c'est là que le fun pogne. Mais moi, c'est là que je voulais me cibler, mais je me suis rendu compte que crème, celles qui ont de l'argent, c'est quasiment celles qui ont, ils ont le plus de dettes. Ils sont plus endettés parce que, comme tu dis, ils vivent un lifestyle de fou. Puis, comme tu dis, on dirait que c'est tellement de l'acquis qu'ils se rendent pas compte de tout l'argent qui sort. Fait qu'ils font pas attention. Mais non, Myriam, là, c'est juste 100$. Il n'y a rien là. Juste 100$. Tu sais, c'est souvent ces personnes-là, tu sais, j'ai déjà été dans ce cas-là, que tu regardes pas tes comptes de carte de crédit. Fait que tu as un abonnement là, tu as un abonnement Netflix, tu as un abonnement Spotify, fait que là, la journée où tu t'arrêtes, ben tu as 300, 400, 500$. Tu n'as pas besoin de checker tes assurances puis de les négocier. Tu penses pas à regarder ton bilan ou ton paiement de téléphone cellulaire ou ton compte de Wi-Fi à la maison. Fait que tous ces dépenses-là, tu payes dans le vide. Pourquoi? Parce que tu fais de l'argent. Puis, on oublie qu'il faut se payer en premier. Ça, c'est après l'impôt, là, payez-vous en premier. Que tu fasses 30 000 ou que tu en fasses 300 000, c'est toi qui dois être la priorité dans ton budget. Le plus gros poste là, qu'il doit avoir, c'est toi. Fait que selon qu'est-ce que tu as envie, si tu veux avoir un voyage, si tu veux te permettre du filet mignon à toutes les semaines, si tu veux avoir des bouteilles de vin dans ta cave, ben prévois-le. Parce que si tu arrives à la fin et il t'en manque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ça sur tes cartes de crédit. Et c'est là que tu vas creuser. C'est pas grave, je fais 300 000 par année. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu commences à creuser ton trou sans trop t'en rendre compte. Mais tu sais, justement, quand tu te rends compte, là, mettons, pour nos auditrices qui font comme, ben moi, je fais de l'argent, OK, je commence à avoir plusieurs prêts, je commence à avoir de la misère à payer mes affaires, je commence à embarquer sur d'un bord puis de l'autre, mais ce serait quoi les solutions? Tu sais, t'as commencé à en parler tantôt de identifier la profondeur de ton trou, mais comme c'est parce que moi puis Mel, on n'est pas dans l'émotionnel, OK? On est vraiment dans le... Ça veut pas dire t'es poche, là. Ça veut pas dire que t'es pas bonne avec l'argent. Ça veut juste dire regarde ce qu'il y en est, c'est ça? Oui, exactement. Fais-toi un fichier Excel, puis tu mets toutes tes dépenses, tout ce que tu as comme dette. Tu te fais un fichier Excel, puis c'est important de savoir, c'est comme je disais à Myriam, la profondeur de ton trou. T'es rendu où dans ton insolvabilité, dans le fond? T'sais? Puis ça, c'est super important parce que tu vas pouvoir identifier lesquelles sont tes dettes prioritaires. Si t'en as une que t'as une dette, puis elle est à du 1 versus t'as une autre dette qui est à du 10 puis qui est ton montant le plus gros, bien, rembourse celle-là en premier, tu sais. Mets-la dans ton budget pour pouvoir planifier tes remboursements. Identifier aussi tes sources de revenus. Ils viennent de où? Est-ce qu'il y a des gens qui te doivent de l'argent? Mettons que tu es entrepreneur, est-ce que tu as des comptes impayés? Il faut que tu cours après ton argent, c'est important. Réduire tes dépenses inutiles. On vient de le dire. Ton compte Netflix, ton compte Disney, appelle tes assurances, essaye de les négocier. Même chose pour ton forfait cellulaire ou ton forfait. Dans les faillites, la plupart des plus grosses dépenses, c'est tout ce qui touche la technologie. Il y en a qui ont des 400-500$ de compte par mois, juste pour le bel, téléphone, Internet, forfait cellulaire. Tu sais, quand tu es rendu à 500$ par mois, c'est de l'argent, là. Mais on le voit jamais passer. Puis je le dis souvent à mes clientes, honnêtement, j'ai jamais vu une grosse dépense, genre de 4 000 dans un budget qui sabote le budget au complet. C'est tous des petits abonnements, comme tu dis, des petits restos, le liaison, le petit café, Puis là, ça s'accumule. Puis c'est ça qui crée ton gouffre. Oui, exactement. Vendre des actifs non essentiels. Tu as des sacoches que tu te sers pas, tu as des manteaux que, tu sais, pendant que tu étais dans ta folie des grandeurs, vérifie autour de toi si tu as des choses à vendre. Va porter ton gros char, prends-en un plus petit.
sais, mais je le sais. Mais ça challenge. Attends une minute. Parce que pour toi puis moi, là, qu'on s'en sac là, de notre char, là, tu sais, c'est facile. Mais tu sais, mettons, là, t'es la personne, là, tu viens d'impressionner tout le monde avec ton nouveau bateau. Là. Puis moi, je te dis, ben ton bateau va le revendre parce que tu sabotes ton budget. La personne, elle va vivre un deuil. Un deuil, c'est sûr c'est son image. Exactement. Puis c'est dur pour l'ego. Mais il faut, dans ces moments-là, je m'excuse, mais il faut que tu mettes ton ego de côté. Si tu veux t'en sortir, vraiment, mets ton ego de côté, puis agis. Tu sais, fais-toi un plan. Mets-toi en action. Tu n'as pas le choix. Ouais. Et l'autre, tu peux prendre des ententes aussi avec tes créanciers. Que ce soit, mettons, le gouvernement ou que ce soit, tu sais, ta plus grosse dette, bien, vérifie avec eux autres si tu peux payer tant par mois. Souvent, quand tu vas les contacter, bien, ton intérêt va arrêter de courir. Ils vont te dire, bon, bien, parfait, on prend une entente, bien, ça va être tel montant tous les mois, bien, au moins, tu vas arrêter l'hémorragie. Puis l'autre petit point, mettez votre comptabilité à jour. Vous êtes rendu où? Ça, c'est important. Les gens oublient. Puis souvent, tu vas les voir, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans de comptabilité en retard. Ça, honnêtement, j'ai remarqué, surtout depuis COVID, là. Tu sais, ça a été vraiment dur, en tout cas, pour les entrepreneurs. COVID, on se mentira pas. Ben, ça a été dur pour tout le monde, mais je sens vraiment que c'est là que les gens ont perdu le cap sur leur comptabilité parce que là, c'était too much, là. Tu sais, fait qu'ils ont mis ça en dessous du tapis. Là, 4 ans plus tard, ça wake up. Ils commencent à recevoir des lettres du gouvernement. En tout cas, je veux juste te dire, si c'est le cas, tu sais, je vais être là pour t'aider parce que t'es vraiment pas tout seul, puis je veux pas que t'aies honte. C'est commun, là, OK? Fait que remets-toi à jour. Tu peux, comme Mel vient de dire, tu peux prendre des ententes avec le gouvernement, là, mais produis, là, parce que après ça, les conséquences peuvent être plus grave encore. Là. Tu sais, le gouvernement peut saisir ton compte de banque. Ils peuvent geler ton compte de banque puis venir prendre l'argent direct là. Ouais. Ils peuvent bloquer ton passeport. Fait que, tu sais, tes voyages, là, finito pour un bout, là. Fait que, bref, tu veux pas te rendre là, prends action tout de suite, puis... Puis dans le plan, ben on se met en mode remboursement. Fait qu'on arrête les petits cafés, les petits restos. Tu sais, il faut que ton remboursement soit ta première priorité. Puis après, si ta dette est trop grosse, bien là, c'est le moment d'aller voir un syndic. Il peut te proposer plusieurs alternatives. Ça peut être un financement, du refinancement. Ça peut être une consolidation de dette. Ça peut être la propos ou même la faillite. Donc, il ne faut pas avoir peur. Puis, il faut le faire le plus vite possible et non pas attendre. Parce que souvent, les conséquences sont plus grandes, plus on attend. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait aussi... C'est tellement commun, les dettes, les gens normalisent tellement ça que, ben là, ils s'engouffrent. Puis là, si je te dis, ben vends ton bateau, coupe tes cafés, non, ils veulent garder leur lifestyle. Fait que là, ben ils s'engouffrent encore plus. Mais là, arrive à des conséquences, justement, comme, tu sais, c'est pas grave, je vais consolider mes dettes. Mais ça laisse une tache, là, sur ton crédit. Oui. Après ça, bon, la proposition, ben au pire, je le payerai pas, ce créancier-là. Oui, mais ça laisse une trace dans ton crédit. Puis après ça devient de plus en plus difficile. Tu sais, oui, tu peux t'en sortir, il y a des solutions à tout. Mais encore plus, je pense, si tu fais de l'argent... Tu sais, c'est sûr, la femme qui fait 35 000, là, elle va avoir plus de difficultés à sortir de ses dettes que quelqu'un qui fait 300 000. Tu sais, quelqu'un qui fait 300 000, si elle veut momentanément, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être court, là. C'est pas long, 3 ans dans une vie pour flipper là, du tout au tout. Oui, tu vas te débarrasser momentanément de tes choses, mais après ça, tu vas revivre puis tu vas repartir sur des bonnes bases, tu sais. Mais en général, les dettes sont proportionnellement en lien avec ton salaire. Tu sais, si tu gagnes 30 000, ben, tu vas peut-être avoir 10 000 de dettes, mais si tu en gagnes 300, tu vas peut-être en avoir 200 000. Tu sais, fait que oui, tu as plus d'argent qui rentre, mais tu as plus de dettes à rembourser. Ouais. Fait que, tu sais, c'est l'équilibre à trouver là-dedans. Là, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que toi puis moi, on n'est pas du genre à... Tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, carrément. Là. Fait que, tu sais, du jour au lendemain, j'ai coupé tout, là, mais tout, limite trop pendant trop longtemps. Là, j'ai des petites séquelles encore. Mais, tu sais, c'est qu'on va s'en foutre devant notre maison. Tu sais, moi, si tu me dis, en ce moment, mettons, OK, tu regardes mes choses, là, puis tu me dis, Myriam, tu coupes au maximum, tu vends ta maison, je le fais. Ça me dérange même pas. Je vais déménager à Trois-Rivières, au pire, où c'est moins cher. Je vais avoir un petit condo. Je vais vendre mon char, je serai à pied. Je m'en fous. Je vais prendre toutes les mesures nécessaires. Puis je veux dire, après ça, ben mes amis, mon cercle social, si ça suit pas, c'est peut-être parce que c'était pas réellement des bons amis, des bonnes personnes pour moi, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est juste de, comme tu dis, passer l'ego du chemin. Puis si t'es pas capable d'aller chercher de l'aide
Parce qu'une fois que ça, c'est fait, quand Ouais. tu as fait le ménage de tes dettes, tu peux te mettre en mode « je ramasse mon argent ». Puis c'est là où est-ce que ça devient super le fun. Parce que là, tu vois ton argent s'accumuler, tu vois ton argent travailler pour toi, puis tu oublies par où tu es passé. Ben en fait, je veux dire, la peine que ça te fait, mais tu vas toujours te rappeler que tu veux pas retourner là. Ben tellement, puis c'est pour ça que je prends la peine de faire ce podcast-là, parce que si t'as personne alentour de toi, parce que les gens, ils en voient pas, hein. Non. Ils voient, tout ce qu'ils voient alentour d'eux, c'est du monde endetté. C'est le flash. Mais là, vous aurez plus l'excuse. Vous connaissez moi, je connais Mélanie. Tu sais, Mélanie, c'est quelqu'un, tu sais, si vous voyez son lifestyle, là, quelqu'un qui voyage plusieurs fois par année, pas de dette, quelqu'un qui est allé se payer une Tesla cash, là. Faut le faire. Elle a sa belle sacoche Louis Vuitton, elle a ses beaux cils, elle a l'esthéticienne, les ongles. Il n'y a aucune dette, là. Elle peut se permettre tout ça. Elle vient de s'acheter un chalet parce qu'elle a su créer de l'argent qui a travaillé pour elle. On peut tout se permettre dans la vie. Fait que il est là, c'est là la beauté, puis c'est là le fun, puis c'est là que tu te gâtes, tu sais, mais les gens veulent se gâter Tout de suite. avant d'avoir créé des placements. Puis une autre chose que je trouvais bien intéressante, quand tu me parlais de la cote de crédit. Parce que nous autres, on pense que j'ai une bonne cote de crédit, mais j'ai aucun placement. Mais Non, bien, la cote de crédit, oui, c'est un indicateur. Puis là, depuis que toutes les banques le mettent dans l'application, les gens vont beaucoup voir leur cote de crédit. C'est important. Je vous le dis, c'est un bon indicateur. Puis c'est important de voir s'il y a des choses qui sont pas correctes dedans pour pouvoir y remédier. Exemple, des comptes qui sont fermés ou fermer la parenthèse. La cote de crédit, même si tu as 850, si tu as 300 pièces dans ton compte de banque, 0 placement, tu fais 40 000 par année, pas sûr que tu vas passer pour aller te faire financer pour une maison. Mais si tu as été capable de ramasser ta mise de fonds, tu as des placements, tu as des REER, tes CELI sont pleins, tu as tout mis ça dans ton budget, tu as ton 3 mois d'avance que tu as planifié au cas d'avoir une urgence, puis ta cote de crédit est à 725, ben oui, ils vont te permettre de faire l'emprunt. Fait que la cote de crédit, oui, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Mais c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'est une autre affaire que tu m'as défaite, parce que c'est vrai que on a tellement tendance à focusser ma cote de crédit, j'ai une bonne cote de crédit. Ouais, mais petite nouvelle pour toi, quand même bien que tu aies une cote de crédit de 900 sur 900, c'est le 900 le maximum. Oui. Puis que tu as 0 placement, tu n'as aucun actif. Comment tu veux la banque te prête, là? Comment tu veux prouver que tu as du poids pour que la banque investisse avec toi? La t'sais? capacité d'emprunt, c'est super important. Puis c'est important de démontrer que si jamais t'arrive une bad luck, un peu comme on a dit, ben tu vas être capable de vendre des actifs, tu vas être capable de vendre ton bateau, par exemple. Ou, donc, oui, ça devient important d'avoir un bilan financier positif. Fait que dans le fond, pour justement améliorer notre cote ou garder une bonne cote, c'est quoi les actions à poser pour quand même que ça ait un impact sur qu'on puisse être capable de s'enrichir avec une maison ou autre emprunt qui nous bénéficie, mettons? C'est sûr que moi, je vous dirais de vous faire un bilan financier, de voir tout votre argent, combien vous recevez, combien vous avez mensuellement ou aux 2 semaines, que ce soit personnel ou dans votre entreprise. Les prévisions financières, c'est pas juste pour le banquier, c'est bon pour vous autres. D'un côté, vous avez vos prévisions financières, puis de l'autre côté, vous avez votre budget. Comment un rentre dans l'autre? Si vous recevez moins d'argent que vous dépensez, c'est qu'il y a un problème. Aussi, c'est important de voir dans votre budget de prévoir un compte d'urgence. Dans la majorité des cas, pour un particulier, on va dire 3 mois d'avance. Ce compte-là peut servir aussi pour les urgences, mais il peut servir, par exemple, pour votre voyage. Tu n'as pas eu le temps de le ramasser dans on va parler des enveloppes, par exemple. Dans l'enveloppe compte d'urgence, tu as ton 3 000, 4 000, 5 000 de ramasser. C'est préférable que tu utilises cet argent-là que de le mettre sur ta carte de crédit, que tu vas payer de l'intérêt. Après, tu te réembourses toi-même. Tu retournes ton argent dans ton compte d'urgence. C'est super important d'avoir un cash flow que tu es capable de suivre. C'est un peu comme quand on est en voiture électrique. Est-ce que tu ferais Montréal-Québec dans ton auto électrique sans voir ton gauge de pourcentage, de savoir si tu te rends? C'est un peu le même principe. C'est super important de savoir combien qui en rentre puis combien qui en sort. Et surtout, quand on a remboursé nos dettes,
bien, on évite de recommencer. Donc, ton 400 ou ton 500 pièces ou ton 1000 pièces par mois que tu utilisais pour payer tes dettes, mets-toi là dans ton compte écureuil. Tu sais, c'est comme ça que compte écureuil! Oui, c'est comme ça que moi, je suis arrivée à me ramasser de l'argent. J'ai pris, tu sais, parce que j'en ai eu des dettes étudiantes, des dettes, tu sais, j'ai eu quand même 3 congés de maternité, puis on va se le dire, là, ça coûte cher, là. Fait qu'une fois que j'ai réussi à rembourser mes dettes, ben la même affaire, je continue à garder mon montant, puis je le mettais de côté. Même chose avec mes autos. Une fois que j'avais fini de payer mon auto à du 0%, fait que mettons que c'était un paiement de 500 pièces par mois, ben je continuais à le mettre de côté. Fait que c'est comme ça que ma 3e auto que j'avais, ben j'avais la moitié remboursée. Fait que ton paiement n'est plus à 1000, il va être à 700. Après ça, tu continues, tu remets ton 700 par mois. Fait que quand tu arrives à ta dernière auto, ben, elle est quasiment payée cash. Ouais, c'est ça, comme la méthode de boule de neige, là, c'est le même. Exactement. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, je fais des parallèles avec mes clientes, mais tu sais, quand je rencontre mes clientes, ils sont comme, Myriam, tu peux-tu m'aider pour mon budget? Ben, moi, je dis tout le temps, pour vrai, ton budget personnel, traite-les comme une entreprise. Mm-hmm. T'as des revenus, t'as des dépenses, tu suis le cash flow, tu suis le budget, tu suis les up and down, tu prévois d'avance. Tu sais, en entreprise, là, on fait tout le temps des budgets prévisionnels. Fait que c'est super important que tu fasses la même chose avec tes finances personnelles. Puis la deuxième chose, quand des clientes viennent me voir parce qu'elles veulent, tu sais, parce qu'elles ont les moyens de se sortir de leur dette, comme tu viens de dire, tu sais, il y a des solutions à mettre en place, mais moi, j'ai challenge toujours. Je leur dis tout le temps, qu'est-ce qui me dit que je vais passer 6 mois de temps avec toi là, à te coacher, puis on va les clearer tes dettes. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas pas aller te reloader? Puis là, je la laisse patiner. Parce qu'il faut que ça vienne d'elle. Il faut qu'elle ait conscience que c'est bien beau là, rembourser ta carte à 15 000 de carte de crédit, là, mais va pas la reloader. Parce que c'est un symptôme. Si tes cartes sont pleines, ça veut dire que tu dépenses au-dessus de tes moyens. Fait qu'il faut que tu sois prête à la rembourser, mais après ça... Il y en a qu'il faut que tu coupes ta carte. Faut que tu sois prête à la couper parce que sinon, là, tu repédales toujours dans le beurre. Là. Puis moi, travailler pour rien, là, même si tu me payes mes honoraires, mais pour vrai, ça me tente pas. J'ai pas le goût de te voir retomber dans tes mêmes patterns. Fait que moi, si je t'aide à te libérer de tes dettes, ben sois consciente qu'il faut pas que tu retombes dedans. Là. Faut que tu aies une prise de conscience de... Puis les banques sont bonnes pour ça, de tout le temps te donner des augmentations sur tes cartes de crédit. Moi, j'ai 2 ou 3 cartes de crédit. Et à toutes les fois qu'ils m'offrent d'augmenter ma carte, je dis tout le temps non. Parce que je sais que si j'ai une dépense de 10 000, malgré que j'ai une limite de 5 000, bien, parfait, je vais me mettre en crédit sur ma carte de crédit. Fait que je vais tomber à moins 5 000. Fait que je vais pouvoir la faire, ma dépense de 10 000, puis avoir les points. Mais pourquoi avoir une carte de crédit de 20, 30, 50 000 si tu la payes à tous les mois? Fait que baissez vos limites, gardez-vous-en juste une, puis roulez-la. Ça va être encore mieux pour votre code de crédit. Attends une minute, là, parce que ça aussi, tu m'as mindfuck quand tu me dis ça, parce que je voulais booker justement Costa Rica ou République. Là, c'est un voyage à 7 000, puis j'ai dit là, Mel, tu sais, je suis en train d'utiliser ma nouvelle carte de crédit, elle est topée à 5 000, puis je suis trop tôt pour l'augmenter, tu sais. Puis tu me dis, ben Myriam, mets 7 000 de paiement, ta carte, elle va tomber à moins 2 000, fait que tu vas être capable de mettre ton voyage à 5 000, puis j'ai fait... Ben oui. J'avais même pas pensé à ça. Voyons donc, tu sais. En tout cas, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des hautes limites. Peu importe ce que vous faites. Vous voulez ramasser vos points, fine. Tu veux, tu sais. C'est bon quand même de rouler sa carte de crédit, mais vous pouvez donner des plus gros montants puis tomber en négatif là, sur votre carte. Puis ça se fait. Moi, tu ramasses les points pareils. Je te croyais pas. Bien sûr. Pourquoi personne dit ça? Ben non, il y a mieux augmenter ta limite pour que tu tombes dans le piège de... Puis que tu payes du 20 Fait que, tu sais, quand tu tombes à moins 2 000 ou moins 5 000 ou moins 10 000, ben oui, tu vas faire les points, mais tu paieras pas d'intérêt dessus. Hey, c'est-tu hot? Merci d'être là puis de nous donner des trucs. Une chance que, regarde, hey, t'es la preuve que t'es une femme capable de gérer un budget, capable de bien gérer de l'argent, tu sais, parce qu'on se fait tout le temps dire que les femmes sont pas bonnes à gérer de l'argent. Non, c'est ça. Mais t'es bonne, je pense. Après ça, on tombe-tu dans le mindset? Oui, le mindset, encore une fois, faut vouloir, c'est important. Faut vouloir s'instruire, de regarder des podcasts, d'aller sur des groupes et de comprendre un peu comment que les autres... Moi, j'aime beaucoup, pas l'imitation, mais de suivre souvent ceux qui ont des réussites. Donc, tu vas avoir des idées, ils vont te partager des trucs. Ça, c'est super important.
Oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive. Mais puis ça aussi, c'est important d'en parler. C'est important de trouver quelqu'un de confiance, d'écouter aussi les trucs, parce que souvent, les gens viennent te voir, ils vont te demander des conseils, puis c'est trop... c'est pas ce qu'ils s'attendaient. Les gens veulent souvent se faire flatter dans le sens du poil. Fait que quand tu leur dis, ben non, faut pas que tu fasses ça, faudrait que tu coupes tes cartes, faut que tu vendes ton bateau. Fait que là, tu vas comme à rebrousse-poil. Fait que c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Mais s'ils sont pas prêts à ça, ils peuvent pas venir nous voir. Ben, c'est ça. C'est peut-être à dire, moi, pour vrai, je suis tellement empathique. Tellement, je comprends ta situation. Pour vrai, moi, je suis une gynécologue des chiffres, là. J'en ai vu de tous les sortes, tous les grosseurs, tous les... Bon. Fait qu'il n'y a pas de honte, tant qu'à moi. Il n'y a aucune situation qui est honteuse, mais faut que tu te mettes en action, tu sais. Puis si tu as un budget si tu as des dépenses qui te sabotent, puis que tu coupes pas, ben il n'y a pas de moyen miracle. En fait, c'est que les gens pensent qu'il y a un moyen miracle. Non, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien qui tombe du ciel, là. Exact. Puis une autre chose, t'es mieux de retarder une dépense que de te mettre dans la marde. Tu sais, retarder une dépense, c'est pas de se priver, c'est de se respecter. Ça aussi, tu défais un gros truc féminin parce qu'on déteste se priver. Mais toi, pour toi, retarder une dépense, c'est pas se priver. Non, c'est se respecter. C'est se remettre en mode priorité. Parce que ton argent, si tu la planifies puis tu la mets de côté, tu te prives pas. Tu la mets de côté. Puis là, tu vois ton montant augmenter. 500, 1000, 1500, t'es rendu à 3000. Puis là, tu vois ton petit intérêt qui monte. Bien, c'est tellement gratifiant. Tu sais, quand tu arrives puis tu vas payer ton gros, tu sais, que ce soit ton voyage, ton auto, bon, peu importe, puis que tu payes cash, écoute, c'est une libération. Fait que non, c'est pas de se priver, c'est de bien planifier puis de se respecter. Tu ne veux plus vivre dans la dette. Donc, tu te respectes, tu le mets de côté, puis tu le vois grandir. C'est très cool. Pour vrai, il faut qu'on ait ce mindset-là. Puis moi, j'aime me dire que c'est de l'intelligence. En fait, c'est intelligent. Tu sais, je vous contais tantôt mon histoire de Tesla. Ben oui, t'as été intelligente. Mais ça aurait été cave. Ça aurait juste. Fait que moi, je trouve que c'est intelligent. Fait est-ce que je me suis privée? Non, parce que ma Tesla ou ma whatever, je vais l'avoir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais je vais l'avoir. Fait que je me suis pas privée. J'ai juste intelligemment respecté mes limites, puis intelligemment, je vais prévoir mes choses pour l'avoir et que ça fasse du sens et que je me tire. Ça t'égorgera pas. Que je me tire pas dans le pied. Exactement. Fait en gros aussi, faire un budget, faire des prévisions, super important. Faites-le, votre budget, s'il vous plaît. Que vous fassiez 30 000 ou 300 000, ça vous en prend un. J'ai un bel outil de budget annuel dans les commentaires. Allez le downloader. Il est simple. Hein? Plus, moins. C'est pas compliqué. Il n'y a pas 14 000 onglets. Là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis un budget annuel, évidemment, et non pas mensuel. Après ça, vous allez pouvoir savoir combien vous allez avoir mensuellement. Faites vos prévisions financières. Ça aussi, on le dit à quelques reprises. C'est important. Combien il y a d'argent qui rentre? Quand? Quel moment? Tu sais, si vous avez tout le temps un gros chèque de vacances qui arrive parce que vous êtes dans la construction, bien, c'est une grosse rentrée d'argent. Planifiez vos dépenses à ce niveau-là. Toi, c'est tes bonus. Toi, tu avais des bonus. Moi, c'est des bonus. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais toujours mes bonus. Moi, c'est l'impôt. Souvent, toujours, quand que, je travaillais, je faisais enlever 25, 50 piastres de chaque côté. Moi, là, envoyer de l'argent au gouvernement, là, ça m'est jamais arrivé, je vous le dis, puis ça m'arrivera jamais. Fait que je faisais toujours enlever un peu plus de chaque côté, en plus des REER. Parce que tu peux aller voir tes ressources humaines, hein? Tu peux aller voir ton boss ou ton RH, puis leur demander de faire enlever plus d'argent au gouvernement, 50 pièces fédéral, 50 pièces Québec, puis juste ça peut faire une différence à la fin de l'année. Là. Oui, puis c'est comme l'épargne forcée, fait que tu t'en rends pas compte. Fait que souvent, en janvier, quand les nouvelles payes arrivent, puis que tu recommences à avoir des gros montants qui se font enlever sur ta paye, bien là, tu fais tes impôts. Février, mars, moi, je les faisais toujours de bonne heure pour avoir mon retour d'impôt. Fait que ça me faisait toujours une rentrée d'argent en mars, je vais dire mars, puis après ça, j'avais mon bonus qui rentrait fin juin. Fait que, tu sais, je savais que j'avais 2 grandes rentrées d'argent, donc, tu sais, ça me permettait de survivre à mes dépenses du début d'année. Mais tu dirais quoi? Moi, souvent, le blocage
que je me fais dire. J'ai ma réponse, mais j'aimerais ça entendre la tienne, tu sais, parce que là, c'est sûr que pour un salarié, c'est plus facile, tu sais. T'as des payes à chaque 2 semaines, tu le vois pas passer quand tu t'en fais enlever plus et tout. Mais tu dirais quoi, mettons, à une entrepreneur qui, elle peut faire 25 000 en janvier, après ça, plus rien pendant 2 mois, après ça, 50 000 en mars, puis après ça, plus rien pendant l'été, puis après ça, tu sais. Oui, mais encore là, c'est les prévisions financières. C'est ça qui est important. C'est important de faire un cash flow, c'est important de faire des prévisions. Mettons que tu as planifié que tu étais pour faire 30 000 dans tes premiers mois, tes 3 premiers mois. Après, au mois de mars, au mois d'avril, ben tu refais un bilan. Je suis rendue où? Est-ce que c'est arrivé? Oui, non. Je suis en retard? Ou, tu sais, j'ai été trop optimiste ou trop pessimiste? Tu le refais? Tu te réajustes. Tu regardes sont où tes grosses dépenses. Si à chaque année, tu vas dans le Maine, puis tu sais que ça te coûte, tu sais, faut que tu loues ton chalet, faut que, tu sais, tes dépenses, puis ça te coûte 4-5 000, puis c'est tout le temps au mois de juin, bien, planifie-le. Regarde s'il rentre dans ta planification financière. T'as-tu eu ton gros montant avant que tu avais planifié? Si la réponse est non, ben trouve d'autres choses. Mais c'est ça qui est drôle parce que c'est ce que je dis, tu sais, justement, en fait, il n'y a pas une grande entreprise qui fait pas des budgets prévisionnels à chaque mois, 3 mois, si c'est pas à chaque mois. Puis, tu sais, je leur dis tout le temps à mes clientes, mais tu connais ton domaine. Tu sais, comme moi, en comptabilité, là, je le sais, je l'ai, ma map des 12 mois. Je le sais que moi, mars, avril, là, tabarouette, je peux quasiment faire mon chiffre d'affaires en 2 mois que dans toute l'année, là. Mais quand ça rentre... Ben, il faut pas que tu le dépenses. Non, mais là, première chose, je vais provisionner mes taxes puis mes impôts. Ça, c'est toujours la première affaire, puis je coach toujours mes clientes à faire ça. Exact. Mais après ça, c'est que je le sais, tu sais, si j'ai un logiciel à acheter, si j'ai un site web à refaire, ben, je vais m'en garder de côté parce que ou je le sais que mon mois d'août, c'est mon mois le plus mort. Fait que je vais mettre un montant de côté parce que je le sais que mon mois d'août, il n'y a pas personne qui a le goût de parler de budget l'été, là. Fait que c'est là, moi, que je me provisionne d'avance. Fait que connais-le ton domaine, connais-le ton flow, là. Fait que c'est quand t'es en mort, c'est quand t'es en fort, puis provisionne à l'avance, puis fais-toi un plan de match sur 12 mois, là. J'arrête pas de vous le dire, mais il faut que ça vous rentre dans la tête. C'est ça, mais c'est important de trouver l'équilibre entre optimisme et réalisme. Tu sais, c'est sûr que si tu dis, ben garde, moi, je pense que je vais faire 100 000 $, puis finalement, tu en fais 50, ben révise tes prévisions, puis tes dépenses aussi. T'sais. Tout à fait. Ouais. Fait que ça, c'est important. Et je voulais juste vous dire aussi de tout ce qu'on a parlé, si vous avez besoin d'aide, il y a le BSF, le Bureau du surintendant des faillites, que vous pouvez aller voir leur site. Ils ont plein de petites capsules, de voir les dettes, l'endettement, c'est quoi les solutions. C'est le site officiel du gouvernement qui est, encore une fois, la source officielle, puis c'est super bien indiqué, puis ils vous donnent plein d'outils, plein de trucs pour vous permettre de vous rendre compte où est-ce que vous êtes rendu dans votre démarche ou dans votre gouffre financier. Ouais, c'est bon, ça. Je vais mettre le lien dans les commentaires, vous pourrez aller voir. Dernière chose aussi que tu me dis, c'est quoi ton mindset par rapport... Attends, mais je mets la table un peu, là. Quand je suis arrivée, là, puis que, tu sais, des fois, j'avais des petits bonus d'impôts ou des choses comme ça, je pense que je suis arrivée chez vous à un moment donné avec une espèce de fausse Louis Vuitton. Puis là, tu me dis, Myriam, arrête d'acheter cheap, tu vas voir, elle va être maganée. Dans 6 mois, il va falloir t'en racheter un autre. Investis donc dans une vraie. Fait que tout le acheter cheap... T'es pas tombé là-dedans. T'as toujours comme investi, là, c'est pour une sacoche niaiseux, mais même pour ne serait-ce des achats courants, tu sais, on veut tout le temps sauver la pièce, acheter cheap, pour pensant sauver des coûts. Ouais. Mais au final, il faut que tu le changes 4 fois ton lave-vaisselle cheap au lieu d'investir dans un bon, tu sais. Fait que... Moi, je dis tout le temps, je suis trop pauvre pour m'acheter du cheap. C'est ça. Tu sais, le lave-vaisselle, je m'étais dit, je vais cheaper un peu parce que, tu sais, quand tu refais ta cuisine, bon, ben, il faut que tu changes ton lave-vaisselle, ton frigo, tu sais. J'ai acheté un qui était cheapette, mais finalement, en bout de ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'aimais pas. Fallait que je lave la vaisselle avant de le mettre dedans. Ma vaisselle, elle sortait tout croche. Mes enfants étaient de mauvaise humeur parce que quand ils vidaient, les assiettes étaient sales. Fait que j'ai été obligée de le changer, en acheter un nouveau. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu achètes trop cheap, ben ça te coûte plus cher parce que tu dois le changer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Que ce soit avec les divans. Je vous dis pas d'aller à la Cadillac, là.
Tu sais, oui, il y en a des divans à 10 000, mais entre un divan à 10 000 puis un divan à 500 $, ben il y a peut-être la marge entre les deux. J'ai fait l'erreur, tu sais, quand on a emménagé, là, on allait acheter ça sur Wayfair. Ben oui. Fait que, tu sais, la cheapette, fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je veux dire, oui, elle coûtait moins cher, mais là, le petit saute dessus, ça défonce. Après ça, les chats graphignent. Après ça, tu sais, fait qu'il a fallu le changer 3 fois, notre sofa, là, finalement. Là. J'aurais dû en acheter un de qualité, là. C'est ça. Puis souvent, les gens vont dire, ouais, mais j'ai pas l'argent. Ben, on revient encore à la planification. Tu sais que tu vas déménager dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ben, mets-toi l'argent de côté. Tu vas avoir des dépenses. Achète-le une fois. C'est un peu la même chose avec les sacoches. Ben oui, t'acheter une cheap Louis Vuitton que tu vas payer 300-400$ versus mettre ton argent de côté, te la ramasser, puis tu vas avoir ta vraie à 2000, 3000, je me souviens plus combien c'est rendu. Mais la mienne, ça fait 15 ans que je l'ai, puis elle est encore en parfait état. Je pourrais la revendre quasiment le même prix que j'ai payé. Fait que oui, à un moment donné, il faut arrêter de dépenser dans le vide. La machine à café, tu sais, oui, elle est un petit peu plus chère, celle qui va broyer ton café, tes grains de café, versus un expresso, tu sais, qui ta capsule, elle va te coûter 3 piastres, 4 piastres le café. À un moment donné, ben garde, peut-être investi sur une meilleure machine, ton café va te revenir moins cher en bout de ligne. C'est un mindset que j'essaie d'avoir le plus possible, mais tu sais, je tombe dans mes patterns d'acheter cheap, là, mais comme, parce que tu sais, c'est beaucoup ça, là, mais en même temps, on aide la planète quand on achète moins. C'est ça. Moins cheap, tu sais, parce qu'on change moins souvent ou quand c'est plus de qualité, finalement, on le change moins souvent, là, tu sais. Ça va être la même affaire avec des bottes d'hiver. Ça va être la même affaire, tu sais. Tu vas avoir froid aux pieds. Tu vas dire, bon, je vais me racheter des bas plus épais. Je vais me racheter, finalement, tu vas te racheter une autre paire de bottes parce que tu as passé au travers. Tu sais, acheter de la qualité, des fois, te permet d'acheter moins souvent. Puis, tu sais, pour conclure, je pense qu'on a partagé vraiment des belles pépites, mais tu sais, pour amener les gens concrètement à c'est quoi qui est possible avec les bonnes dettes, en se débarrassant de tes mauvaises dettes, en focusant sur les bonnes dettes. Toi, c'est quoi ça t'a permis? Tu sais, tes bonnes dettes, là, ça t'a permis quoi, toi, dans la vie? Comme, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui que tu dis, tu sais, j'aurais pu être bien plus endetté que ça. Tu sais, vous autres, vous travaillez dans les banques, tu sais, vous aviez des méchants bons salaires, t'aurais pu aller te chercher... Oui, tu es allé te chercher une belle maison, mais bref, tu as toujours leverage. On en avait parlé dans l'épisode 2-3. Allez voir ça de la saison 1. C'était hyper bon. En passant, j'ai plein de gens qui m'ont dit genre, hey, j'ai pris le truc de Mélanie, j'ai mis ma maison à la semaine. Et puis, genre, ça fait même, sauver des... Ah, ben oui, écoute, ça, c'est le truc numéro 1. Là. C'est la même chose avec vos autos. Si vous avez des paiements mensuels, allez voir dans votre application, votre banque, que ce soit RBC ou bon, peu importe, où est-ce que vous avez votre prêt, mettez-le à la semaine. Vous allez sauver encore une fois le nombre de mois, puis votre paiement, en bout de ligne, quand vous allez arriver, vous allez avoir sauvé une couple de mille. On s'entend, un char de 60 000, tu peux facilement sauver quelques milliers de dollars. Mais quelques, tu sais, peut-être dizaines de milliers de dollars, là, tu sais, comme j'ai une cliente, elle m'écrivait pour sa maison, elle était comme, Myriam, genre, sauvé 60 000, puis j'étais comme, mais non seulement ça, mais tu rembourses 4 ans plus tôt ta maison. Exactement. 4 ans plus tôt, tu n'as plus d'hypothèque qui sort de tes poches. Imagine comment ça va lousser ton budget. Là, elle était là, genre, elle capotait, mais tu sais. Mais ça, c'est mon truc favori. Puis, tu sais, au début, là, je vais pas vous le cacher, quand j'ai parlé de ça à Myriam puis à son chum, ils me disaient, non, moi, je veux rester au mois parce que, tu sais, eux autres, ils ont des loyers, puis tout ça. Puis on a compris, on a arrêté de leur achaler. Sauf que la dernière fois que j'ai fait le podcast, j'ai emmené les chiffres à l'appui. Et je pense que Myriam... non, mais je suis boquée, moi, dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, ça arrive d'être boquée. On peut s'améliorer quand même. C'est ça. Mais tu sais, pour en revenir à... Ça te permet quoi aujourd'hui? Tu sais, tous les actifs que tu as sans dette? Ma plus grande réalisation, ce que je vais dire, c'est vraiment de m'avoir respectée dans l'achat de ma première maison. Quand j'étais allée, puis je vais répéter encore cette histoire-là, quand j'étais allée au financement, ça, je vous parle de ça, là, 25 ans, mettons, puis j'avais pas un gros salaire à l'époque, là, puis mon chum non plus. On n'avait même pas les enfants. La banque nous avait autorisé pour 500 000. J'ai dit, êtes-vous malade? J'ai dit, je serais même pas capable de payer les taxes qui viennent avec une maison de 500 000. Fait que j'avais dit à mon chum, toi, là, no way qu'on va s'acheter une maison à 500 000. On avait magasiné puis on en avait acheté une à 143 000. OK? Mais
Elle avait une super belle localisation. Puis c'est sûr qu'il y avait des travaux à faire, beaucoup de travaux à faire. Ce qu'on a fait, mais puisqu'on n'avait pas busté notre budget dès le départ à 500 000, où est-ce qu'on aurait pu se mettre la corde au cou puis avoir de la difficulté à se payer des restaurants puis des trucs, on s'était respecté dans notre plan, dans notre planification. Et on s'était dit, bien, quand on aura des rénovations à faire, que ça soit agrandir, démolir des murs, changer la cuisine, bien, on va le faire avec l'argent qu'on a. Fait que l'argent d'extra, on la mettait de côté, puis c'est comme ça qu'on payait nos rénaux. Cette première maison-là nous a permis de racheter notre deuxième maison. On a fait un profit, évidemment, et là, c'est là où est-ce que, tu sais, c'est comme un escalier. Fait que, tu sais, ta première maison, après ça, oups, tu fais un autre step, puis des fois, tu vas être 2-3 ans qu'elle ne prendra pas de valeur, mais ça prend toujours de la valeur, l'immobilier. Là, notre deuxième maison qu'on a achetée, bien, elle vient de sortir l'évaluation municipale, puis elle a quadruplé. Fait que oui, on a acheté au bon moment, mais on a fait les rénovations dedans avec les moyens qu'on avait. Les moyens que, au moment où est-ce qu'on était, ben oui, en arrivant, j'aurais aimé ça changer ma cuisine, mais on n'avait pas l'argent. Fait qu'on a attendu, on a planifié, on a fait faire, tu sais, toutes les recherches pour trouver le bon entrepreneur, puis tout ça, puis évaluer les coûts. On n'a pas fait ça sur un coup de tête. Fait que ça, tu y vas, tu te respectes, puis tu y vas avec ce que tu es capable. Puis ça, c'est super important. Fait qu'aujourd'hui, ça, c'est une autre partie de mon fonds de pension. C'est fou pareil, hein? Tu sais, c'est ça, toute la beauté, en fait, toute la liberté. Tu sais, au final, d'avoir bien géré tes dettes, oui, ça t'aura permis de cumuler une richesse assez grande pour être libre financièrement à 50 ans. Tu sais, moi, je trouve ça incroyable parce que, justement, on travaille tellement fort, tu sais, que tu veux pas être enchaîné à un fonds de pension, tu veux pas être enchaîné à... Tu sais, tu peux aimer ta job, là, ça, c'est une chose de se garder actif, mais il y a une différence entre se garder actif versus ne pas avoir le choix de... Tu sais. Si j'ai un livre à vous conseiller, je vous dirais de lire Liberté 45 de Pierre-Yves McSween, qui explique beaucoup les dépenses quand on est en mode... mettons, planification. À toutes les fois que tu t'achètes une grosse voiture, mon chum, il est à la retraite lui aussi, il tripait sur le Cybertruck. Il y a déjà une Tesla, il y a une 3, mais elle commence à avoir de l'âge, c'est une 2019. Il était précurseur. Il aurait bien aimé ça, avoir son Cybertruck. Fait que quand le prix est sorti puis qu'il était à 145 000 en tout cas, quelque chose comme ça, il dit « Oh man », il a cancellé parce que c'était mis sa liste, fait qu'il a cancellé son nom. Il dit « C'est pas vrai que je vais me rajouter un rang de briques sur ma prison, puis que je vais être obligé d'aller me chercher une job, puis d'aller, tu sais, pour faire quoi? Pour me déplacer du point A au point B, puis pas avoir peur de me faire poquer les portes dans le centre d'achat. Mais tu sais, ça coûte cher pour avoir ça. Fait qu'il a cancellé ça. Puis dans le livre, il explique vraiment que toutes ces dépenses-là, c'est des rangs de briques. Qu'on se rajoute. Autour de ta prison dorée. Autour de ta prison dorée. Fait que quand tu changes, mettons, lui il donnait l'exemple du F-150, que tu changes à chaque 3 ans, 4 ans, quand tu as fini ta location, au bout de 20 ans, c'est 1 million de dollars que ton F-150 va t'avoir coûté. Que tu as donné à Ford au lieu de le garder dans tes poches. Exactement. Mais tu sais, justement, je pense que tu viens de définir c'est quoi une santé financière? Tu sais, parce qu'on dit tout le temps ça, la santé financière, mais c'est quoi une santé financière? C'est juste une bonne gestion de ton budget, de pas y aller over de ce que tu peux te permettre, de comprendre. Et l'impact. C'est ça. Puis si tu fais une dépense, ça t'impacte en quoi? Tu sais, si lui, il avait acheté son Cybertruck à 145 000, ben il aurait été obligé de postponer sa retraite de 3-4 ans. Tu sais, obligé. Obligé. Pour rouler en Cybertruck. OK, mais moi, je suis à la retraite, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, quand il a réalisé ça, il dit OK, je vais canceller mon. Tu sais, mais on se crée des besoins. Ben oui, c'est ça l'affaire. Fait que il faut se respecter. Exactement. Respecter le plan. Ben, merci Mélanie pour toutes ces belles pépites d'or aujourd'hui, encore une fois. Très contente toujours de te recevoir. Je pense tout le temps que c'est pertinent. Puis moi, encore là, ce que j'aime démontrer, c'est que ça existe. Ben oui. Ça existe une femme jeune, parce que 50 ans, c'est pas vieux, là. Puis qui a bien géré ces choses. C'est pas vrai qu'on est des mauvaises investisseuses. C'est pas vrai qu'on est des mauvaises gestionnaires de budget. Au contraire, t'es la preuve vivante que quand on met les actions
étudiante, puis juste de prendre la peine de s'éduquer, ben que ça mène finalement à vraiment une vie de rêve, là. C'est ça qu'on veut tous. On veut notre vie de rêve, ben c'est ça. Effectivement. Puis je vais juste faire un dernier petit point. Je vais te dire merci. Puis pour revenir faire du pouce à qu'est-ce que tu dis, il y avait le blog Retraite 101. Oui. Et c'est drôle parce qu'il a fait le bilan de son année. Ses intérêts cette année sur son argent, c'était 260 000 $. Il y a 800 000 et son 800 000 lui a rapporté en un an 260 000 $. Et j'ai jamais fait ça comme salaire en étant travailleur. Donc, mettez-en de côté, faites travailler votre argent. Ça va vous rembourser, ça va vous payer sur le long terme. C'est sûr que sur le court terme, c'est plate parce que tu l'as pas dans tes poches pour dépenser, mais plus tard, ça va être payant. C'est un marathon, c'est pas un sprint, puis c'est vraiment l'art de faire travailler ton argent pour toi au lieu de toi toujours être en train de travailler pour l'argent. Exactement. Et merci Mélanie encore une fois. Merci Myriam. Longue vie à ton podcast. Oui! Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.